Bonjour et bienvenue dans mon podcast Business as an Exciting Work of Art. Je suis Hélène Macaire et je développe, depuis 2020, une œuvre hybride mêlant métaphysique, art et direction de conscience dédiée à la libération du génie disruptif. J'accompagne par mon art des artistes, des entrepreneurs, des cadres dirigeants à créer, à partir de la part disruptive, à l'apparence monstrueuse et folle, de leur génie. Le génie est pour moi la capacité à créer du nouveau à partir de soi, à matérialiser, sous la forme d'une œuvre originale, sa métaphysique singulière. Dans son essence, le génie est disruptif. En injectant dans le champ de conscience de nouveaux codes, il questionne, reconfigure ou détruit des paradigmes entiers. Je suis une camée de la création à partir de soi, de la descente introspective dans ses profondeurs, et de la compréhension de cet objet mythique et mystique qu'est le génie. Ce podcast est un média dédié à l'exploration de ce que créer et entreprendre depuis son génie disruptif signifie. J'y partage des éléments de ma métaphysique. J'y reçois également des créateurs qui ont fait ce pari audacieux d'œuvrer et d'entreprendre à partir de leur génie disruptif. Car suivre les impulsions de son génie monstrueux et fou, exprimer son monde intérieur dans sa vérité la plus pure et le monétiser est une démarche exigeante qui requiert la maîtrise de l'art de naviguer dans sa conscience ainsi qu'une bonne dose de courage. Vous me suivez dans les méandres mystérieux et jouissifs du business as an exciting work of art? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de converser avec Guilhem Chamera, étudiant en philosophie et créateur du média Sophronichrist dédié à l'interprétation musicale. Corneille dit qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, et je dois reconnaître que Guilhem m'a d'emblée impressionné par sa profondeur, sa passion et sa maîtrise d'un sujet aussi complexe que l'interprétation musicale. Mieux encore, il a déplacé mes représentations sur l'interprétation. Je n'avais jamais envisagé que l'interprétation d'une œuvre existante puisse aussi être la création d'une œuvre originale. J'entretenais un rapport biaisé, à la limite du rejet sur l'interprétation, que je voyais au mieux comme une performance technique, l'œuvre initiale servant de support à la virtuosité technique de l'interprète, au pire comme une réplication bas de gamme, sans âme. L'œuvre de Guilhem m'a véritablement transformé, comme c'est le cas de toute œuvre d'art. Sa fréquentation a ouvert en moi des perspectives encore inexplorées sur la nature de l'art et de la création originale. Au programme de notre échange, en quoi l'interprétation peut-elle être envisagée comme une création d'une œuvre d'art originale? Qu'est-ce qui fonde une grande interprétation? Quels sont les principaux paradigmes interprétatifs et en quoi dessine-t-il des perspectives esthétiques distinctes? En quoi le lys, que l'on retrouve dans l'interprétation musicale, tout comme dans d'autres champs créatifs, peut-il constituer un rempart à l'interprétation comme œuvre d'art? Pourquoi est-il fécond de développer une philosophie de l'interprétation, notamment musicale? Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Guilhem, je suis ravie de te recevoir et de voyager en ta compagnie dans les méandres de l'interprétation et notamment de l'interprétation musicale. Est-ce que tu peux te présenter ainsi que ton œuvre de manière succincte? Bonjour Hélène, je suis évidemment absolument ravi d'être là, on est à distance, mais c'est tout comme. Alors, je m'appelle Guilhem Chamera, je suis dans la vie, si je puis dire, étudiant en philosophie, en master 2 de philosophie actuellement à Sorbonne Université. Et puis, en 2019, j'ai fondé ce qu'on peut appeler sans doute un média, qui se compose aujourd'hui de deux parties, un site internet et une chaîne YouTube, la chaîne YouTube ayant été créée avant, et un média qui tourne autour de l'histoire de l'interprétation musicale en musique savante ou en musique classique, pour le dire plus simplement. Alors tu le sais, tu es un auditeur fidèle de ce podcast et j'aime le commencer de manière rituelle par un rapide questionnaire de Proust afin l'on se représente d'emblée qui tu es, si ton œuvre, ton univers créatif
je vais donner dans la facilité, était une musique, quelle serait-elle et pourquoi? Oh, c'est une bonne question. C'est toujours compliqué de choisir une musique et puis en plus, questionnaire de Proust, c'est pas la musique que je préfère, hein. C'est la musique que pourrait représenter ce que je fais. Mhm. Une musique qui quelque part peut-être se pose des questions, se pose des questions en essayant malgré tout d'être naturelle peut-être. Peut-être une symphonie de Brahms, peut-être une symphonie de Brahms qui comme ça peut dans un art de la variation, peut sembler se poser des interrogations, s'arrêter, reprendre le geste derrière, quelque chose comme ça peut-être. Peut-être la quatrième de Brahms, même si j'aimerais aussi avoir le côté dansant de la quatrième de Brahms, alors que je peux avoir un côté un peu plus anguleux. Merci. Si ton œuvre, ton univers créatif était une association de couleurs, quelle serait-elle et pourquoi? J'aime bien les couleurs saturées. Je trouve que ça me ressemble assez les couleurs saturées, donc j'aurais dit pourquoi pas un violet saturé ou un rose saturé, qui je trouve sont des couleurs qui éclatent vraiment, ou des couleurs un peu vénitiennes peut-être, peut-être un peu plus saturées, quelque chose comme ça. Donc peut-être une forme de rose entre le passé et la saturation, et puis un bleu assez profond, j'espère. Si ton œuvre, ton univers créatif était un dîner de personnages célèbres, réels ou de fiction, qui réunirais-tu autour de la table et pourquoi? Voilà, c'est terrible. Euh, qui je réunirais autour de la table? Sans doute des philosophes, mais c'est compliqué d'en choisir certains. Je serais, euh, je serais assez intéressé d'entendre quelles étaient les réelles opinions de Platon à la fin de sa vie. On en a quelques idées, mais on en est réduit à des conjectures quand même. Je, je serais quand même très curieux d'entendre ce que Nietzsche aurait à nous dire. Donc, mais pas à la fin de sa vie, pour le coup, pas à la fin de sa vie. C'est très important. Et des philosophes, et puis évidemment, j'ai une passion pour le geste interprétatif. On aura l'occasion d'en parler, qui est pas nécessairement un geste musical, même si j'ai tendance à me concentrer sur le geste musical et que quelque part j'ai été d'une certaine manière appelé par le geste musical. Mais il y aurait forcément des interprètes, je pense. Je ne peux pas, j'en ai parlé d'ailleurs, je ne peux pas ne pas citer Claudio Arrau par exemple, donc qui développe une vision très réflexive et pour le coup se pose des interrogations tout en tentant de les résoudre de manière naturelle. C'est l'étape du dessus et ça m'intéresserait aussi de parler avec lui. J'aurais envie quand même de questionner, je vais citer mon livre de chevet, mais j'aurais envie de questionner Bulgakov sur son rapport, un certain rapport au spirituel qu'il pouvait avoir de par le Maître et Marguerite, parce que en même temps c'est très humain et il y a quelque chose qui me paraît très universel dans le Maître et Marguerite, alors que c'est une histoire d'emblée très étrange. Oui, ça Mais me semble un dîner des plus prometteurs. Je te propose à présent que nous entrions sans plus tarder dans la première partie de notre échange que j'ai intitulée l'interprétation comme œuvre. Et tu as une vision que je trouve disruptive et féconde de l'interprétation, et je la trouve disruptive et féconde, entre autres parce qu'elle m'a déplacée. Et je t'en remercie. J'aime bien être déplacée. Et je vais être totalement transparente, je n'avais jamais envisagé que l'interprétation d'une œuvre existante puisse aussi être la création d'une œuvre d'art originale. J'avais un rapport qui était biaisé, qui était à la limite du rejet sur l'interprétation, que je voyais au mieux comme une performance technique, c'est-à-dire que l'œuvre initiale va servir de support à la maîtrise de l'interprète, ou au pire comme une réplication bas de gamme, sans âme. Et bien évidemment, ces usages de l'interprétation existent, mais ils ne sont pas les seuls, et ce serait jeter le bébé avec l'eau du bain que de ne pas voir le génie présent dans certaines interprétations. Et donc, en ce sujet comme en toute chose, le discernement me semble essentiel et je te remercie
heu, pour cela. Le fait d'avoir aiguisé mon discernement sur le sujet et pour m'avoir aidé à sortir d'une posture qui était essentiellement une posture de rejet. Et donc je voulais commencer cet échange autour de l'interprétation comme œuvre par la question suivante: qu'est-ce que l'interprétation comme œuvre d'art, comme création originale pour toi? Et en quoi l'interprète peut-il être considéré comme un artiste? C'est-à-dire que peut-être que la première chose, le premier mot qui me viendrait à l'esprit pour parler d'interprétation, en l'occurrence musicale, et c'est peut-être pas seulement musicale, mais on parle aujourd'hui d'interprétation musicale, c'est celui d'altérité. C'est-à-dire qu'on rencontre une altérité, on rencontre une subjectivité dans l'interprétation, et on rencontre une subjectivité qui s'exprime. La marge de manœuvre avec laquelle cette subjectivité s'exprime n'est pas toujours la même, la forme à la base étant plus ou moins fixée de ce point de vue-là, et puis on va le voir, il y a des conditions contextuelles qui font que la forme est plus ou moins fixée au préalable avant l'interprétation, mais l'interprétation, c'est un acte de création aussi parce que c'est un acte d'empathie. Je vais revenir à Arao, et il y a une citation qui m'a beaucoup interrogé d'Arao, qui est que Arao dit quelque part que être un interprète, c'est être possédé, et surtout, c'est faire de soi quelqu'un d'autre. Et ça m'interrogeait toujours parce que j'avais dans l'idée qu'une interprétation musicale, c'est presque d'une certaine manière utiliser une forme existante pour s'exprimer soi-même presque par-dessus. Et s'il est vrai, je le pense toujours, que les très grandes interprétations font passer pour naturelle une vision qui, par elle-même, n'irait pas de soi, il y a plus que ça. Être interprète, c'est faire de l'empathie et c'est pas seulement faire de la sympathie. C'est là où il y a une petite différence. Faire de la sympathie, au fond, ce serait écouter l'intuition première qu'on a, l'expression qui n'a pas été passée au tamis d'un travail, et ce serait s'exprimer en utilisant effectivement l'œuvre comme un support, autrement dit comme un moyen. L'œuvre, quelque part, c'est aussi une fin. Et l'interprète, c'est un espèce de médium, comme ça, qui subit une double altérité. D'une part, il rencontre le compositeur, forcément, et il se retrouve il retrouve quelque part la composition. Il commence notamment souvent en faisant une lecture dite naïve pour se replonger dans l'œuvre, pour essayer de se défaire de ses a priori et pour vraiment rencontrer l'œuvre. Mais d'un autre côté, il a cette première altérité-là, mais il va livrer sa vision à une autre altérité qui est celle du public. Et donc, il est entre les deux comme ça. Et il va essayer de réconcilier, de se faire non pas seulement un passeur, mais j'ai pas envie de dire vecteur parce que ça serait neutre. Au fond, l'interprète, ce qui est central là-dedans, c'est qu'il fait fonctionner l'œuvre. Alors, fonctionner, c'est drôle, c'est un concept qui vient enfin, d'un philosophe analytique assez contemporain qui s'appelle Nelson Goodman, qui dans l'art en théorie en action, super bouquin, nous parle du fonctionnement de l'implémentation des œuvres d'art. Et faire fonctionner une œuvre, pour Goodman, c'est au fond quand une œuvre fonctionne, c'est qu'elle est à même non seulement de changer notre regard sur elle-même, mais de changer, je grossis le trait, hein, mais de changer notre vision du monde en général. Et l'interprétation, d'une certaine manière, a cette tâche-là. C'est-à-dire que non seulement le public n'est pas toujours à même d'avoir accès aux œuvres de manière éthérée comme ça, même si on n'aborde jamais les œuvres, même quand on lit la musique, on n'aborde pas les œuvres sans présupposés, sans concept préalable, sans préjugés aussi. Et l'interprétation a cette tâche, de ce point de vue-là, de nous donner à voir un certain nombre de facettes qui ensemble forment une totalité. Et de ce point de vue-là, l'interprète, je reviens à l'empathie, il faut qu'il ait, il me semble, à mon avis, c'est le sens de la citation d'Arao. Il faut qu'il ait non pas seulement une volonté de projeter ce que lui ressent dans sa chair sur l'œuvre, il faut que quelque part il soit capable de se déplacer pour changer les a priori, les schèmes par lesquels il résonne, pour se mettre entre guillemets à la place, non pas seulement du compositeur, mais de l'œuvre en elle-même, l'œuvre étant déjà une totalité. Quelque part, c'est compliqué le travail d'interprète. Il y a une totalité à la base, et puis il faut refaire une totalité qu'on va livrer au public et qui ne peut pas être l'œuvre elle-même de façon éthérée qui flotte dans le ciel comme ça. C'est pas possible. Et donc l'interprétation, ça reste à la fin ce qu'on entend, c'est toujours une interprétation. Ça n'est pas l'œuvre directement, ou plutôt c'est l'œuvre interprétée, si on veut être plus exact. Euh, et donc l'interprétation est une œuvre parce que
Ça n'est pas seulement, on va dire, ça n'est pas une production simple. Je reprends un peu ton jargon. Dans la différence entre production et création, c'est au-delà de la production simple, c'est quelque part l'interprète fabrique quelque chose par lui-même. Merci beaucoup. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est quelque chose en effet que j'ai découvert en me plongeant dans ton univers. Heu, c'est que la partition est une série de symboles à interpréter en quelque sorte, que tout n'est pas écrit dans la partition. Et ce que tu dis nous amène à évoquer la notion de choix interprétatif, qui est pour moi le regard d'artiste propre à l'interprète, qui va voir la partition d'une certaine manière, avec, comme tu dis, ce travail aussi d'entrer en résonance avec le compositeur, mais aussi avec le public. Et je le dis de la manière suivante, le génie voit des choses que le reste du monde ne voit pas. Et j'ai beaucoup aimé l'anecdote à propos de Furtwängler, donc le chef d'orchestre, qui disait tout est dans la partition. Et pour moi, en réalité, il entendait et voyait des choses que d'autres ne voyaient pas. C'était vraiment son regard, euh, sa structuration qui lui donnait accès à cette lecture. Et j'ai aussi trouvé très belle et très juste l'idée que par son regard d'artiste, par son choix interprétatif, un interprète peut transcender la musique qu'un compositeur a créée. Et j'ai beaucoup aimé l'anecdote entre Rachmaninoff et Horowitz qui est relatée dans l'un de tes podcasts. C'est que Rachmaninoff préférait l'interprétation par Horowitz de l'une de ses œuvres, l'interprétation par cet interprète révélant au compositeur lui-même des aspects cachés de son œuvre. Et donc j'avais envie de savoir ce que ma réflexion t'inspirait. Alors non, mais on va revenir un peu sur la notion de choix interprétatif. Et en fait, pour revenir à cette anecdote de Furtwängler, elle est assez drôle. Tout est dans la partition. Ça se mesure d'autant plus que finalement, dans les partitions de Furtwängler, pas grand-chose n'est à noter. Alors que Furtwängler, je parlais de visions qui ne sont pas naturelles. Furtwängler, quelque part, on lui a souvent reproché d'utiliser les œuvres, particulièrement dans une idée contemporaine dans laquelle la forme des œuvres est sans doute plus fixe que dans un cadre post-romantique. On aura le temps d'y revenir. Il y a cette anecdote où Mitropoulos voulait voir, je ne sais plus quelle partition de Furtwängler c'était, je crois que c'était la 9e de Beethoven, en espérant ainsi trouver ce qui faisait le génie de Furtwängler dans de potentielles annotations, et quelle ne fait pas sa surprise de voir qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose dans la partition, à savoir que tout était déjà dans la tête de Furtwängler. Et le choix interprétatif, ce qui est essentiel, ça paraît bête dit comme ça, mais c'est l'idée de choix, c'est-à-dire qu'il faut faire des choix. Et c'est impératif. Et qu'en même temps, ces choix vont devoir entretenir une certaine cohérence. Souvent, on fait une certaine homogénéité, en tout cas, on peut remarquer une certaine homogénéité, il me semble, entre le discours scientifique et puis le discours qu'on tient sur ce langage qu'est l'interprétation musicale. À savoir qu'on va beaucoup parler non seulement de valeur, mais même de validité d'une interprétation. Et on va faire appel à une propriété esthétique qu'on perçoit, comme celle de la cohérence, qui est aussi une propriété qu'on utilise en sciences. Il y a un article que je trouve fabuleux de Thomas Kuhn, donc l'historien des sciences, conférence donnée en 1973, si je ne me trompe pas sur la date, alors qu'on pourrait traduire en français par objectivité, jugement de valeur et choix théorique. Et puis Kuhn commence comme ça, il commence sa conférence en donnant celles qui sont pour lui les bonnes théories qui assurent la validité d'une théorie scientifique. Et donc il nous parle de la cohérence, il nous parle de l'exactitude et il nous parle de la fécondité. Et ça, ce sont des choses qu'on retrouve lorsqu'on émet des jugements de valeur sur les interprétations musicales. À la fois, on mesure la première mesure de validité d'une interprétation, souvent c'est la cohérence. À savoir que l'interprète est obligé de faire des choix, particulièrement pour des interprètes qui peuvent avoir une vision holistique de la mélodie, qui conçoivent la mélodie comme un tout. Et si on conçoit la mélodie comme un tout, en particulier à l'orchestre, alors il faut unifier le son d'orchestre. Et c'est loin d'être évident pour un chef d'orchestre, par exemple. Et donc, il y a la cohérence, mais il y a aussi l'exactitude, à savoir, est-ce que au fond, on respecte la partition et il y a cette notion peut-être sémantiquement un peu plus floue, qui est celle d'esprit de l'œuvre. Est-ce qu'on respecte ce que l'œuvre est censée signifier? La question étant dès lors, d'où vient le sens? Est-ce que le sens est quelque chose qu'au fond l'interprète assure par la cohérence et par ses choix interprétatifs en général? Ou est-ce qu'il y a quand même, on peut avoir une approche aussi un peu plus réaliste et de dire il y a quand même, quelque part, il faut l'envisager peut-être selon une certaine négativité. À savoir, certes, on
peut pas savoir ce que le compositeur avait dans ses petites cellules grises. Ça, c'est pas possible. Il est mort il y a un peu trop longtemps en général. Mais en revanche, on peut le comprendre sur une certaine négativité, certaine négativité, parce que sans doute, il y avait des choses qui ne pouvaient pas figurer dans la tête du compositeur. Et ça, ce sont des choses impossibles. Et dans la notion de l'esprit de l'œuvre, on peut ancrer ce genre de choses. À savoir qu'une interprétation qui est une vision de l'œuvre radicalement impossible dans la vision du compositeur, notamment aujourd'hui, via une révolution, on aura le temps d'y venir dans le champ d'interprétation initié par des recherches sur l'historicité des œuvres, sur la facture des instruments, sur les effectifs d'époque, sur la pratique en général, eh bien, on se rend compte que on ne peut pas tout faire, effectivement. Et donc, on peut avoir une approche un peu plus réaliste sur l'exactitude. J'aurai le temps sans doute d'y venir, mais au fond, dans l'interprétation, il y a un double enjeu de l'authenticité. L'authenticité, une valeur essentielle dans l'expression artistique, elle est interrogée deux fois dans le geste d'interprétation musicale, il me semble. Et puis la fécondité, j'en parlais quelque part déjà avec Goodman, c'est l'idée que faire fonctionner une œuvre de ce point de vue-là, la faire fonctionner auprès du public, c'est être à même de changer la vision que va en avoir le public. Et sans doute aussi, Goodman ajoute que quelque part, le public doit être à même, lorsqu'il perçoit l'œuvre, dans la réception esthétique qu'il a de l'œuvre, de comprendre le cheminement de l'artiste, de comprendre ce qui s'est passé dans les cellules grises de l'artiste. Et c'est aussi ça que permet une interprétation. C'est au fond, ça paraît tout simple, mais on livre une vision quand on interprète. Merci beaucoup. Tu rejoins un de mes grands dadas qui est l'art comme expérience de transformation en tant que créateur, en tant qu'artiste, mais aussi en tant que bénéficiaire de l'œuvre. Et j'avais envie de creuser, même si tu as donné déjà quelques éléments de réponse, ce qui fonde, à ton sens, une grande interprétation. Et il y a 2 points que j'ai relevés en plongeant dans ton monde. Le premier, c'est les grandes interprétations rendent naturelle une vision qui ne va pas de soi. Et le second, c'est les grands interprètes donnent l'impression que la musique se crée sur le moment. Et c'est ce qui rend réelle, organique, vivante la musique. Et donc, j'avais envie d'explorer un peu plus profondément avec toi ces 2 points. Alors, pour parler et pour juger, en tout cas pour essayer de formuler des jugements, j'ai pas la prétention que les jugements que je porte sont forcément bons et que j'ai pas de prise, etc. J'ai pas du tout cette prétention-là. En revanche, il me semble qu'il y a un présupposé à acquérir, quelque part, une conception à acquérir avant de s'intéresser à l'interprétation musicale, si je puis dire, ou bon, ça peut toujours te faire en cours. C'est l'idée, je parlais d'altérité, et au fond, l'altérité, ça suppose de se laisser disponible, se rendre soi-même disponible. Tu disais, on raisonne avec une interprétation. Raisonner, c'est un concept qui peut nous faire penser à... je raisonne beaucoup avec des gens, je précise, avec Hartmut Rosa qui a écrit une somme faramineuse sur le sujet qui s'appelle Résonance. Et, euh, et Hartmut Rosa parle de cette relation qu'on peut avoir à la fois aux autres, à autrui, à la fois aux objets, ça peut être d'ailleurs un instrumentiste avec son instrument, ou bien même au monde tout simplement, à l'axe du monde, puis à soi-même évidemment. Et raisonner, dit Hartmut Rosa, ça ne se fait certes pas sur demande, pas obtenir de la résonance sur commande. Il le dit même comme ça. Cependant, ça suppose néanmoins de se laisser toucher, de se rendre disponible. Et ça, c'est un présupposé qui me semble vraiment au fondement de la réception des interprétations. Pourquoi? Parce que ça permet de garder une certaine ouverture. Je disais que les grandes interprétations rendent naturelle une vision qui ne va pas forcément de soi, et de fait, ça peut nous déstabiliser. Et donc, sans doute qu'il faut être quelque part capable d'apprécier des interprétations qui vont à contre-courant de nos visions, de nos conceptions usuelles de certaines œuvres. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'on doit tout accepter, et que, notamment dans le cas, par exemple, quand on fait une critique, on ne peut pas mettre en doute certains choix interprétatifs sur des facteurs, d'ailleurs, qu'on peut trouver objectifs. C'est pas le cas. Euh, Ça, c'est pour la première chose. Alors, les grands interprètes rendent naturelle une vision qui ne va pas d'elle-même, et ça suppose une certaine prise de risque. Le geste interprétatif, c'est prendre un risque quelque part. Et c'est prendre un risque aussi parce que, tout simplement, on livre une vision, les interprètes livrent une vision, alors, qui ne va pas d'elle-même, et tout simplement à un public. Et le public n'est pas une réalité unifiée non plus. Euh, et puis là je reviens cette fois-ci, je bascule sur l'idée de la création sur le moment, cette idée du présent de l'interprétation.
Il me semble, mais là c'est vraiment personnel, hein, c'est une intuition personnelle, mais qui me suit souvent, que je suis souvent, je sais pas dans quel ordre ça va, euh, que effectivement les grandes interprétations me donnent cette impression de m'enfermer. C'est-à-dire que je suis enfermé dans le présent, comme quand tu regardes un grand film, fut-il très déconstruit, décousu, fut-il il peut être une suite de scènes qui apparemment n'ont rien à voir et vont se résoudre à la fin. Certains cinéastes le font. On est quand même ancré dans ce présent, on est enfermé dans ce présent-là, on peut pas en sortir. Et en même temps qu'il y a une certaine jouissance à y rester dans ce présent-là et à s'y sentir enfermé, en même temps, on touche à un aspect essentiel, il me semble, du discours musical en général, qui est la tension. À savoir que la clé étant qu'il y a plusieurs moyens de maintenir la tension et qu'une tension d'apparence en creux et en vague, les vagues étant quand même perçues comme de la tension, ou les creux plus exactement étant perçus comme de la tension, peut être tout aussi valide que une vision très tendue qui, d'une certaine manière, respire moins ou d'apparence respire moins. Parce que la tension, ça implique quand même qu'il y ait une expérience esthétique, et cette expérience esthétique, c'est celle du spectateur qui a besoin de respirer, en particulier face à un discours et même un langage qui est celui de la musique. Mmh. Alors, tu l'as mentionné en introduction, ton œuvre est notamment une œuvre de philosophie et tu me disais lors d'un échange, en matière musicale, la philosophie a tendance à se focaliser soit sur la composition, soit sur la réception d'une œuvre, mais peu, voire pas, sur l'interprétation. Et je voulais te poser la question suivante. En quoi est-ce disruptif et fécond, à ton sens, de penser philosophiquement l'interprétation, d'élaborer une philosophie de l'interprétation et notamment d'interprétation musicale? Il me semble, en tout cas, que il y a un relatif impensé en philo de l'interprétation musicale, du geste interprétatif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait, c'est pas vrai du tout. Il y a eu des tentatives, hein, mais elles sont plutôt rares en fait. Et en général, oui, on a tendance à penser la musique selon deux biais, celui du compositeur, effectivement, qu'on considère comme le créateur par excellence en musique, celui qui quelque part va agencer les formes musicales, on pourrait dire. Et puis l'autre biais, c'est évidemment celui de la réception esthétique, qui a beaucoup intéressé les questions de philosophie de la perception, hein, parce que quelque part, on perçoit quelque chose qui n'a pas d'apparence visuelle, qu'on thématise souvent cependant par le visuel, hein. On utilise souvent des métaphores visuelles pour parler de l'interprétation, par ailleurs c'est très fécond, pour parler de la musique en général, pardon, et c'est plutôt fécond. Et donc on s'est beaucoup intéressé dans l'histoire de la philosophie, les philosophes se sont beaucoup intéressés à la réception de la musique et à comment on reçoit cette durée, ce flux, ces protensions, rétentions, à savoir ces espèces d'actes préconscients, chez Husserl notamment. Mais effectivement, le geste interprétatif, alors on en parle dans d'autres domaines, évidemment. Le domaine le plus paradigmatique quand il s'agit de penser à une application de l'interprétation, par exemple, c'est l'exégèse. Pour le coup, c'est beaucoup fait. Mais il me semble que c'est d'autant plus intéressant d'explorer ces questions-là qu'à l'arrière-plan, le geste interprétatif est néanmoins un geste de création parce que tout simplement, je parlais d'altérité, et puis entre les deux altérités de l'interprète musical, eh bien il y a aussi sa subjectivité à lui. Et sa subjectivité, elle s'exprime et, et il exprime un art singulier. Au fond, ça n'est pas un hasard non plus si l'interprétation musicale est née au XIXe siècle, dans le courant romantique, et dans une période, dans une conjoncture conceptuelle qui portait au nu l'expression de soi, l'affirmation de sa subjectivité, et plus simplement le génie. C'est clairement pas un hasard. Et c'est pas non plus un hasard si pendant longtemps l'interprétation s'est faite dans un cadre de pratique post-romantique parce qu'elle était en filiation directe avec sa naissance même, dans le cas de l'interprétation musicale, qui provenait de cette ère du génie romantique. Donc, on le voit au fur et à mesure de notre échange, penser que l'interprétation consiste à restituer une mélodie, c'est se méprendre sur la nature de l'interprétation. Un même morceau peut être créé et recréé en quelque sorte à l'infini. Et je te propose de le voir de manière très pragmatique avec un extrait musical choisi par tes bons soins et interprété par 3 interprètes différents.
Ce que je te propose, c'est d'écouter chaque morceau et de recevoir à chaud ton interprétation de l'interprétation, car nous aurons l'occasion d'y revenir dans la suite de notre échange. Pour moi, dans ton génie, tu es notamment un interprète des interprètes. Quelques petites choses à dire. Déjà, j'ai choisi 3 interprétations, mais j'ai choisi 3 interprétations que j'adore parce que je trouvais ça beaucoup plus fécond de parler d'interprétations que j'aime, tout simplement. Je me rappelle, il y a dans une interview de Sami Amra, le musicologue qui fut durant des décennies la voix de la société bangalore française, il a ce verbe toujours très élégant et très drôle aussi. Et quand on l'interroge sur les chefs d'orchestre qu'il n'apprécie guère, il répond mais je préfère parler de ceux que j'aime. Donc je ne suis pas Sami Amra du tout, mais je souscris totalement. Euh, et puis, d'ailleurs, quelques petits mots sur cette petite comparaison. Donc, il s'agit de l'exposition du premier mouvement de la symphonie héroïque, de la troisième symphonie de Beethoven, euh, que je préférais choisir à la cinquième parce que quelque part, il y a quelque chose de plus, il me semble, de plus complexe à saisir dans la construction même de cette exposition-là. Euh, et puis, j'ai choisi de présenter ces interprétations par ordre chronologique. Et c'est très important pour moi, et on va le voir par la suite, parce que tu parlais de concevoir une mélodie, il y a plusieurs manières de concevoir la mélodie, il y a plusieurs manières de distribuer les choix interprétatifs, notamment par pupitre dans le cas de la direction d'orchestre, puisque là, on est sur une œuvre orchestrale, une symphonie. Euh, et donc, sur ce, peut-être commencer par écouter le premier extrait. Donc.
Alors, cette première version, elle nous vient de 1952, mais elle n'a pas tant vieilli sur le plan de la technique sonore, elle est très bien enregistrée. C'est celle dirigée par Wilhelm Furtwängler à la tête des Wiener Philharmoniker de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dans le cadre d'un enregistrement studio, donc, de novembre 1952. Alors, ici, Furtwängler, d'abord en dire peut-être un mot, c'est sans doute un des chefs les plus représentatifs au fond d'une approche résolument romantique, en l'occurrence post-romantique, de la direction d'orchestre. Et donc, au fond, il appartient à un certain paradigme. Oui, parce que je vais reprendre ma métaphore de l'homogénéité entre le discours scientifique et l'interprétation musicale, et je vais reprendre Kuhn encore. Alors, au-delà de l'article 73, Kuhn a donc écrit La structure des révolutions scientifiques, dans lequel il forge ce concept de paradigme. Savoir que le paradigme, pour Kuhn, dans le cadre d'une communauté scientifique, c'est cette sorte de base de travail, de socle qui oriente les recherches, tout en posant certaines limites à l'activité des scientifiques. Et donc ici, on est dans une approche que je me propose d'appeler, je pense, sonnante. Pourquoi sonnante? Parce que le principe déterminant, en particulier chez Furtwängler, c'est comment cela sonne. C'est Chennudak qui s'est revendiqué comme son élève. Est-ce que Furtwängler a eu un élève? Grande question. Qui un jour lui avait demandé, mais maître, comment choisissez-vous le tempo? Et Furtwängler regardait comme ça et puis lui avait dit, ça dépend de comment ça sonne. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que le principe déterminant de l'interprétation post-romantique, c'est d'indexer les choix interprétatifs sur les effets qu'ils vont avoir, ces choix interprétatifs, sur la perception des auditeurs. Et c'est un principe premier. Et dans certains cas, qui sont pas isolés, ça peut justifier de modifier l'œuvre du compositeur. Ce qui, on va le voir dans les années qui vont suivre, va être rendu impossible dans la pratique de l'interprétation. Et donc, alors pour parler précisément chez Furtwängler, on retrouve toujours dans la filiation de cette approche post-romantique une vision très holistique de la mélodie. La mélodie est prise dans une unité totale. L'idée de Furtwängler, c'est qu'il y ait une grande unification de l'orchestre avec ce son d'orchestre, ce fameux son Furtwängler qui est un peu analogue à un crépitement, à un feu qui crépite comme ça. Et puis, on pourrait ajouter que chez Furtwängler, il y a vraiment une vision organique de la musique. Ce qui ne va pas forcément de soi, mine de rien. Il y a une vision organique de la musique, tout ça pris dans une forme de métaphore naturalisante, très, très prégnante à l'époque post-romantique. On envisage vraiment la mélodie comme un organisme et le naturel est une valeur fondamentale. Alors, une fois que j'ai donné ces conceptions préalables, intéressons-nous à cette interprétation précise et lisons un peu ou écoutons, rendons-nous disponibles pour écouter cette version de Furtwängler. La première chose qui me semble remarque, c'est qu'il y a beaucoup de tension, malgré une grande souplesse. Une souplesse qui s'incarne premièrement, souvent une des premières choses qu'on remarque dans une interprétation, c'est quoi? C'est le tempo. Et là, on la remarque, la souplesse, on la remarque tout simplement par ses inflexions. C'est-à-dire que Furtwängler, concrètement, varie énormément le tempo. Alors que, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, quand on n'a pas l'habitude d'écouter de la musique classique, ça paraît d'autant plus étonnant que la musique contemporaine s'est beaucoup axée autour de l'idée d'un rythme plus stable. Bon, excepté certains domaines d'avant-garde musicale contemporaine, mais et on remarque par ce tempo qui varie tout le temps et au fond, ça suit cette idée qu'on retrouvait formulée là encore chez son disciple entre grosses guillemets chez Limidak, qui a un mot génial, tout simple. Le tempo est une condition. Le tempo n'est pas une fin en soi. Et donc, le tempo est une condition ici de cette souplesse qui maintient la tension. Et selon Sami Abra, qui donc, je le disais, fut la voix durant des décennies de la société Furtwängler et qui était le plus grand spécialiste sans doute à son époque de l'art de Furtwängler, selon Sami Abra, c'était cette tension qui faisait la beauté des accords de Furtwängler. Les accords en question dont on peut parler, ce sont ces deux fameux grands accords, ces deux tutti qui ouvrent la troisième symphonie de Beethoven. Certains interprètes, notamment Toscanini, qui fut le grand rival dans les années 30, 40, 50 de Furtwängler, chez Toscanini, on semble entendre un tchac, tchac. Alors que chez Furtwängler, l'accord est beaucoup plus étalé. Souvent d'ailleurs, Furtwängler, on le remarque notamment dans la suite du développement de cette exposition, eh bien, on remarque que les accords sont en quelque sorte étalés. D'abord vont entrer les cordes, puis les cuivres, puis la timbale qui va venir ancrer l'ampleur, sauf que tout ça s'est fait sur moins d'une demi-seconde et pourtant on a perçu cette forme de glissement.
Et donc, Sami Abra, d'ailleurs, une métaphore que je trouve fabuleuse pour la citer sur cette Heroica. Alors, est-ce que c'était cette interprétation-là? Parce que faut rappeler que comme Furtwängler avait en tête l'effet que l'interprétation produit, les effets que va produire l'interprétation, il adaptait son interprétation. Aucune exécution ne se ressemblait pleinement chez Furtwängler. Chaque exécution était liée à un contexte particulier et aucune ne se ressemblait vraiment. Et d'ailleurs, j'ai choisi volontairement un enregistrement de studio parce que Furtwängler, dès qu'il a pu enregistrer sur bande, les bandes permettaient, contrairement aux 78 tours et sa limite de 4 minutes 30, les bandes permettaient des prises longues. Et Furtwängler, qui était un art, comme je le disais, de la souplesse, qui a besoin aussi de s'étaler sur la durée, de se développer comme un organisme, donc selon une certaine totalité, l'art de Furtwängler en studio a radicalement changé et a pu trouver, je dirais pas forcément une plénitude, mais au moins plus de plénitude avec l'enregistrement sur bande. Et donc, Furtwängler, en l'occurrence, pour y revenir, s'adapter à l'expérience du studio. Il avait conscience qu'un choix interprétatif en public, dans la tension de la salle de concert, n'a pas la même portée et le même effet sur l'auditeur que lorsque l'auditeur écoute l'interprétation dans son salon avec cette expérience singulière qui est celle du disque. Et donc, je reviens à ce mot de Sami Abra que je citais. Sami Abra comparait un autre chef de l'époque, Otto Klemperer, à Furtwängler, et disait avec Otto Klemperer, on a l'impression de voir les menhirs de Karnak. Sauf que, avec Furtwängler, la pierre est vivante. Et je trouve ça génial. Et donc, pour finir là-dessus, c'est vraiment une interprétation symbolique de ce qu'est la vision romantique du geste interprétatif. Elle est en filiation directe avec la naissance même de la figure de l'interprète comme un artiste à part entière, une figure qui s'est beaucoup construite autour de l'émergence d'autres figures particulières, celle du chef d'orchestre, celle du soliste, celle de Wagner évidemment, parce que peut-être que, sans doute même, que si Furtwängler interprétait aussi bien Beethoven, c'est parce qu'il avait lu la conception que Wagner avait de Beethoven, une conception qui était celle au fond d'une musique de la transition permanente. Et cette musique de la transition permanente, c'est typiquement un marqueur de cette métaphore organique. Je te propose que nous passions au deuxième extrait.
Alors, cette interprétation, on l'aura remarqué tout de suite, dans cette interprétation, le son des instruments a résolument changé. Et on va voir tout de suite pourquoi. Cette interprétation, elle est dirigée par Franz Bruggen, à la tête d'un orchestre qui s'appelle l'orchestre du XVIIIe siècle. Et donc, on est en 1987, cette fois-ci, des années après 1952, et donc, on a assisté quelque part à on est même en pleine transition paradigmatique du paradigme sonnant, celui directement en filiation, en prise avec la naissance de l'interprète à l'époque romantique, ce paradigme post-romantique. Eh bien, cette fois-ci, on est en train de s'imposer un nouveau paradigme qu'on pourrait peut-être appeler l'approche principielle. Pourquoi? Parce que les principes de l'interprétation doivent être en quelque sorte immanents au texte lui-même. Et donc, cette transition, elle va intervenir, Kuhn le dit toujours dans le cadre de l'activité scientifique, en général, il y a une découverte. Et cette découverte, elle vient briser les limites, elle vient remettre en cause le socle même du paradigme, et donc on est obligé quelque part de transitionner, c'est-à-dire Kuhn parle de période de science extraordinaire. Et donc cette période extraordinaire dans l'interprétation musicale, elle intervient par des recherches historiques, des recherches scientifiques. Une nouvelle scientificité s'est greffée dans la pratique proprement artistique des interprètes. Ces recherches, ce sont celles qui portent sur l'historicité des œuvres en général, et donc sur la facture instrumentale. C'est pour ça que je vous disais que les instruments sonnent différemment. Pourquoi? Parce qu'ici, ce sont des instruments d'époque ou des répliques d'instruments d'époque, et donc on entend ainsi que la dynamique a changé. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, déjà, la composition de l'orchestre a changé, tout simplement, parce qu'on est revenu aux effectifs d'époque. Et puis, on remarquera que les cordes sont moins fortes, moins homogènes, et qu'en même temps, comme elles sont moins fortes, elles sont un peu plus dominées par des cuivres, des, cu des cuivres qui sonnent pour le coup de manière relativement similaire à ce qu'on entendait chez Furtwängler. En revanche, les bois ont peut-être un peu plus d'acidité, un peu plus de mordant, ce qui amplifie le contraste de cette dynamique. Et évidemment, le son est globalement dominé par les timbales parce que les instruments sonnant moins fort, la timbale et donc la percussion se retrouvent réévaluées. La percussion, dans une musique, celle de Beethoven, qui la met au centre du discours quelque part. Le discours est vraiment jalonné par les percussions chez Beethoven. Et donc, l'enjeu de cette approche principielle, dans laquelle s'inscrit ici Bruggen, en essayant de proposer une interprétation plausible du vivant de Beethoven, même si, encore une fois, on ne sait pas ce que Beethoven avait dans ses petites cellules grises, l'enjeu, c'est de ne pas, au fond, détourner l'œuvre. Et cela se comprend par une certaine alliance entre une certaine scientificité et sa conception artistique par l'interprétation qu'on appelle historiquement informée. Et donc, au fond, on peut en parler aussi d'une certaine manière par d'abord c'est arrivé dans la musique baroque, ensuite dans la musique classique, puis dans la musique romantique, et ensuite ça s'est répandu avec l'idée de pouvoir interpréter toutes les œuvres de l'histoire comme ça de la musique savante dans avec les conditions dans lesquelles elles ont été pensées, les conditions de facture instrumentale. Et quelque part, il y a l'idée qu'aujourd'hui, les recherches musicologiques trouvent une concrétion artistique dans l'enregistrement qu'en font des interprètes qui gardent une dimension artistique dans leur pratique. Mais c'est greffé aussi cette nouvelle scientificité et donc une certaine objectivité au fond. Cependant, évidemment, ça ne veut pas dire que la dimension sonnante s'est perdue. Évidemment qu'on continue de sonner. Évidemment qu'il y a des enjeux artistiques. Et tout à l'heure, sur une précédente question, je parlais d'une double dimension de l'authenticité fondamentale dans le geste interprétatif en musique. En fait, l'authenticité est un concept central de l'interprétation, mais au fond, sa connotation, on pourrait dire, a changé. C'est-à-dire qu'auparavant, l'authenticité, c'était avant tout celle de l'interprète qui s'exprime, de l'interprète artiste, de l'interprète génie, c'est son génie qui s'exprime. C'est l'affirmation de sa subjectivité, et être authentique, c'est être un interprète authentique qui affirme sa propre vision. Désormais, l'authenticité a gagné, ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, cette conception-là. Cependant, elle a gagné un versant qu'on pourrait dire plus strict, celui de ne pas proposer des choix interprétatifs intenables dans la conjoncture qui était celle de l'époque de la composition. L'authenticité, c'est aussi cette exactitude dont je parlais en reprenant les valeurs qui font la validité d'une théorie scientifique selon Kuhn. Et donc, maintenant, parlons en propre de cette interprétation de Bruggen, parce que j'ai parlé des présupposés, mais évidemment qu'il y a interprétation. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, il faut garder à l'esprit qu'une subjectivité s'exprime toujours encore dans l'interprétation. Ça n'est pas parce qu'il y a scientificité, une forme d'objectivité nouvelle, qu'il n'y a pas d'expression artistique. Et Bruggen, à ce titre-là, était particulièrement inspiré, c'est drôle, je parlais de fécondité, par Furtwängler, et par cette vision organique de la musique qu'il garde, mine de rien. Et cet art, on pourrait dire de la monumentalité presque cathédralesque chez Bruggen, cet art de l'architecture, de la respiration,
tout en ayant une palette de couleurs d'orchestre extrêmement large, à la fois brillant et en même temps tout en gardant ce qu'il faut de sobriété. Ça n'est pas rutinant, on pourrait dire. Au fond, il y a une espèce de saturation brillante d'ombres qui elles-mêmes sont mates, si je réfléchis en termes de couleurs. J'aime bien penser avec la synesthésie, la musique comme ça. Et, euh, et au fond, tout ça s'inscrit dans un art de l'architecture et de la respiration qui laisse sa part au silence euh, pour magnifier le naturel du discours, au fond. Merci. Je te propose de passer à la troisième interprétation que tu as sélectionnée. Alors, j'avais envie de vous montrer comment est-ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, je me suis intéressé à cette interprétation que je trouve absolument fabuleuse de Christina Posca en 2021 à la tête de l'Orchestre symphonique des Flandres. Alors ici, on est sur, encore une fois, une approche contemporaine, principielle. L'approche principielle aujourd'hui, elle s'est vraiment imposée, il me semble. Mais cette fois-ci, on n'est pas sur instrument d'époque. C'est-à-dire qu'on a pris certains résultats qu'on a obtenus par la recherche via les instruments d'époque, qu'on a transposés sur les instruments modernes. Donc on est toujours sur instruments modernes. D'ailleurs, on voit bien que on a une facture instrumentale plus lisse. Mais malgré cette facture instrumentale plus lisse, on a pris en compte ces recherches sur le contraste de la dynamique qui permettent de, quelque part, se rapprocher néanmoins de ce qui était en vigueur au moment de la composition. Et donc, pour parler en propre de cette interprétation de Christina Posca, que je trouve vraiment géniale et dont on parle trop peu d'ailleurs, eh bien la première chose que j'ai envie de dire, c'est tout simple, c'est qu'il y a une énergie folle. Il y a une tension énorme et en même temps, mine de rien, il y a une certaine plénitude sonore. Écoutez le son des bois, c'est fabuleux, c'est coloré. Et en même temps, il y a une certaine douceur qui se compense très bien par le mordant des attaques en général. Et donc, on retrouve beaucoup de souplesse également dans l'approche de Posca. Ça veut dire que la souplesse, elle n'a pas disparu avec l'approche principielle. On continue d'interpréter, on continue de s'exprimer.
Et j'en reparle de l'intensité, de la beauté des timbres, sans de la beauté des timbres formelle, on pourrait dire, mais sans la rutilance ou la démonstration. C'est toujours un risque. On n'en a pas parlé jusque-là, mais au fond, un risque quand on interprète, c'est de dire voilà ma vision, et au fond, au-delà du fait de livrer sa vision, de se montrer démonstratif, de vouloir faire une démonstration. Or, on est, mine de rien, dans une pratique artistique. Euh, En quelque sorte, on peut dire que si l'interprète démontre, il n'interprète plus. Et donc, pour finir sur cette interprétation de Christina Posca, je dirais qu'on est très loin de la transition permanente qu'on trouvait chez Furtwängler, issue de Wagner, parce qu'on caractérise différemment. Tu parlais de la mélodie dans la question de tout à l'heure. On n'est pas obligé d'avoir une vision holistique de la mélodie. On peut tout à fait euh, donner une certaine caractérisation, une certaine même individualité au pupitre en jouant sur les contrastes des thèmes, en jouant sur les contrepoints. C'est évidemment ce que fait Posca. Là-dessus, elle est extraordinaire, Christina Posca, de réussir à magnifier les contrepoints. On entend tout. Il y a un art du détail. Il y a un art du détail, mais d'ailleurs, chose intéressante, parce que c'était Furtwängler qui disait ça, les détails sont au service de l'unité. Merci infiniment, Guilhem, pour tes interprétations des interprètes que je trouve extrêmement riches, qui, moi, allument plein de zones de jouissance cognitive en moi. C'est quelque chose que l'on a en commun. J'ai une fascination pour les paradigmes et comment, en effet, un paradigme décide finalement des possibilités créatives et comment du coup il ouvre la porte ou pas à certaines créations. Et aussi pour rebondir sur un des derniers éléments que tu as amené, je suis d'accord avec toi, quand on essaye de démontrer, on n'est plus dans l'art. Moi, je dis de la manière suivante, en fait, quand on est dans une posture didactique, on n'est plus dans une posture artistique, on est dans une posture idéologique. Et pour moi, idéologie et art ne font absolument pas bon ménage. J'ai coutume de le formuler ainsi: l'art est une métaphysique qui devient physique, l'art est de l'intime qui devient de l'extime, et ce que l'on crée parle de nos obsessions, de nos questionnements existentiels auxquels nous avons viscéralement besoin de nous donner, de nous créer dans la matière une réponse. Et donc j'avais envie de te poser la question suivante: pourquoi cette fascination pour l'interprétation de ta part? Ah, je la sentais venir. Euh, il se trouve que oui, c'est sans doute lié à même pas sans doute, à mon avis, c'est à peu près sûr que c'est lié à mon parcours de vie, parce que de par une certaine particularité avec laquelle je vis, qui s'appelle le trouble du spectre autistique, eh bien, depuis un certain paquet d'années, c'est-à-dire depuis que je suis né, euh, je suis quelque part contraint, et mine de rien, j'essaie d'en faire une force, mais je suis quelque part contraint d'interpréter. Interpréter, c'est toute ma vie. Et en même temps, sans doute que, alors au départ, j'ai pas forcément très bien cerné pourquoi les interprétations me fascinaient, parce qu'effectivement, je suis arrivé à aimer la musique classique par l'interprétation. C'est en me rendant compte de ce phénomène étrange de quand j'écoute Furtwängler là et que j'écoute un autre interprète, c'est fondamentalement différent et c'est presque pas la même œuvre. Et ça touchait quelque chose chez moi que je ne parvenais pas pleinement à identifier, mais ça touchait quelque chose de très profond de ce point de vue-là. Et au fond, euh, sans doute que je l'ai conscientisé en me disant que d'abord que l'interprétation c'était, si on veut être rigoureux, une fabrication, et si on veut être un peu moins rigoureux et un peu plus onirique, une création, euh, et qu'au fond, dans le geste interprétatif lui-même, à la fois il y a création et à la fois il y a rencontre, et les deux s'imbriquent. Je parlais d'altérité, mais fondamentalement, le geste interprétatif suppose de lui-même une altérité et il n'y a pas besoin de rendre compte de ce geste interprétatif par une concrétion artistique, comme c'est le cas dans le cas du travail de l'interprète musical, pour se rendre compte que l'interprétation suppose de se rendre disponible à une rencontre et au fond de devoir sortir de soi-même pour faire cette preuve d'empathie. Euh, je reviens à cette différence entre la sympathie et l'empathie. Et
il me semble que la sympathie peut tout à fait être innée au sens où pas loin, ou acquise très tôt. On peut être sympathique par défaut, ce qui suppose en fait que on ressent dans sa chair ce qu'on semble voir sur les autres. C'est-à-dire que dans le langage courant, on appelle ça être une éponge émotionnelle. Je vois que l'autre est triste et moi-même je suis très triste dans ma chair. Sauf que la sympathie, quelquefois, ça n'aide pas. Ça peut pousser, notamment par exemple quand on peut avoir certains syndromes d'introversion, ça peut pousser à l'enfermement parce que quelque part on est tellement touché dans sa chair que à la fin on sature et donc on a besoin de s'enfermer en le disant poliment pour recharger les batteries. Euh, mais en revanche l'empathie qui sera dont le geste interprétatif se rapproche plus, il me semble, ce que je disais avec Arao, et j'ai mis du temps à comprendre ça. L'empathie, c'est au fond sortir de ses schèmes, de ses relations à la fois conceptualo-émotionnelles qu'on peut avoir, pour arriver à toucher la manière dont les imbrications se font dans les cellules grises de l'autre qu'on ne voit pas, qui est une bonne chose, parce que quand on voit les cellules grises de l'autre, en général, l'autre n'est plus très vivant. Mais tout ça pour dire que oui, quelque part, quand rétrospectivement je regarde tout ça aujourd'hui, le fait de faire des podcasts sur l'interprétation, il y avait quelque chose d'un peu évident. Il y avait un appel en tous les cas. Il y avait un appel. Et tu parlais de transformation par l'art, mais d'ailleurs c'est drôle, mais je me dis toujours quand je fais un podcast que je dois me transformer au fond. C'est-à-dire que je ne peux pas. Si je fais un podcast sur un interprète que je passe des semaines à écouter la discographie de l'interprète et ses enregistrements publics, etc. Et que je les écoute, j'écris dessus, que je construis le podcast, etc. Et qu'après avoir fait le podcast, j'entends toujours de la même manière ce que j'ai écouté en le faisant. Il y a un problème. C'est que j'ai loupé quelque chose. C'est que j'ai échoué quelque part. Il faut que quelque part il y ait une transformation parce que quelque part j'allais dire, il faut qu'il y ait eu interprétation. Il ne s'agit pas du tout de dire ah je compare ma pratique de critique parce que quelque part c'est une forme de critique euh, pas très contemporaine on va dire, un peu inactuelle, mais de comparer ces critiques-là à un geste interprétatif artistique, c'est pas ce dont il s'agit. En tout cas à mon sens, il ne faut pas avoir cette prétention-là. Euh, En revanche, il doit y avoir quand même transformation, changement. Au fond, ça veut dire que j'ai pas réussi à me rendre disponible et à faire fonctionner sur mon être à moi les interprétations que pourtant je cherchais à étudier. Tu connais mon amour pour les punchlines. Je le dis de la manière suivante, si on ne s'est pas transformé, c'est qu'on n'a pas véritablement créé. Pour moi, la création est transformative dans son essence. Et tu vois, si je parle de ma pratique artistique et créative, je sais que j'ai besoin, en quelque sorte, de devenir la créatrice capable de sortir de moi l'œuvre qui demande à naître. Et ce processus de genèse va également être transformatif. Tout comme d'ailleurs la réception de mon œuvre. Je suis quelqu'un qui adore regarder et expérimenter mes œuvres, si je prends mes œuvres picturales, parce qu'en fait, leur réception, même si j'en suis la créatrice, me travaille. Je referme la parenthèse. Je te l'ai dit à un moment que pour moi, dans ton génie, tu es un interprète des interprètes et ton œuvre a ceci de très particulier qu'elle est une mise en abîme en quelque sorte. Et je voulais savoir ce qu'il y avait pour toi de jouissif, d'extatique à interpréter les interprètes et finalement à comprendre ou à tenter de saisir l'essence de l'interprétation. Disons que j'ai la faiblesse de croire que quelque part, quand on étudie, en l'occurrence, je trouve que moi je me penche sur des interprétations musicales, mais que quand on étudie les œuvres d'art, on peut trouver des significations aussi un peu pour soi. Il y a un côté un peu égoïste peut-être dans le fait de faire des podcasts. Euh, Quelque part, oui, je me dis qu'en allant essayer d'interpréter des œuvres d'art, qui elles-mêmes sont des interprétations, c'est drôle, je vais aussi en apprendre sur moi-même tout en faisant une expérience
Moi, je veux revenir à l'altérité, en fait. C'est-à-dire que, au fond, il y a cette espèce de double mouvement, de rencontre avec une autre subjectivité qui s'exprime. En plus, de ce point de vue-là, c'est d'autant plus intéressant qu'il y a un matériau à la base. Il y a un matériau quand même dont j'ai connaissance, dont quand on prend l'habitude d'écouter des œuvres classiques, on commence à les connaître, tout simplement. Et donc on connaît le matériau à la base, et pourtant, en fait, ça permet d'autant plus de cerner ce qu'il y a de proprement ce qui s'exprime dans l'interprétation et seulement dans l'interprétation quelque part. Parce que il y a l'interprétation en elle-même, et puis quelque part peut-être on peut faire cette distinction, je vais pas creuser la question, du geste interprétatif en lui-même. C'est aussi ça qui est intéressant. C'est au fond l'idée de mes podcasts là-dessus, c'était de me dire que, enfin, j'étais souvent déçu quand j'écoutais les podcasts ou des émissions consacrées aux interprètes, parce que tant je voulais vraiment en trouver, j'en ai cherché, etc. Il y en avait très bien, hein, par ailleurs. Mais souvent, on revient quand même beaucoup sur la biographie des interprètes et des indices biographiques qui permettent pas nécessairement de cerner pourquoi tel interprète fait tel choix. Et l'enjeu, au fond, je me suis dit, j'arriverai à quelque chose. Je sais pas si j'y arrive. J'arriverai à quelque chose si jamais, au fond, j'arrive à entrevoir de potentielles raisons de pourquoi l'interprète fait ce qu'il fait et de ce qui en propre constitue son style. Et donc de ce que en propre l'interprète, d'une certaine manière, nous révèle non pas seulement de lui-même, mais, euh, mais de ce qu'on perçoit en général. Merci pour ta réponse, Guilhem. Euh, ça, tes éléments amènent plusieurs réactions en moi. La première sur une des choses en tout cas qui a fondé la création de ton podcast et de ta chaîne YouTube. Et pour moi, c'est un des moteurs créatifs. C'est en effet le fait de créer ce que l'on ne trouve pas à l'extérieur, ce qui n'existe pas. Et finalement, il y a une espèce de frustration, d'insatisfaction. Et alors, moi, j'étais une spécialiste du sujet pendant des années. Tu vois, j'ai cherché à l'extérieur de moi quelque chose qui me permettrait de venir résoudre en fait mes grandes questions existentielles, et à un moment j'ai compris que c'était à moi de donner naissance dans la matière à ce qui me permettrait justement de travailler par l'expérience ces grandes questions existentielles. Et pour rebondir sur un autre élément que tu amènes, je trouve en filigrane dans ta réponse, c'est que pour moi l'art se crée sur le plan de l'unité, et ce plan de l'unité, il va transcender les paradoxes, il va transcender des polarités qui peuvent être vécues dans d'autres plans de conscience sous l'angle de la dualité, mais au sens de la dualité antagoniste en fait. Et finalement, l'interprétation comme art, l'interprétation comme œuvre d'art permet de venir fusionner la rencontre de soi avec la rencontre de l'autre, la subjectivité de l'artiste et une certaine objectivité au sens de scientificité. Et puis c'est aussi pour moi un média ou un médium qui permet de venir se faire rejoindre finalement l'inanimé et l'animé, l'inerte et le vivant, l'inorganique et l'organique, puisqu'on a un objet inanimé qui est la partition, qui devient une expérience vivante par le truchement de l'interprète. Et j'avais envie, dans la dernière partie de notre échange, d'aller explorer avec toi la métaphysique d'Ulysse, L-I-2-S-E. Et donc j'avais envie d'explorer, parce que c'est aussi quelque chose que l'on partage, toi et moi, cette fascination pour le lys, ce qui est donc finalement un rempart, un obstacle à l'interprétation comme œuvre d'art. Alors pour être tout à fait transparente, pour moi le lys c'est un sujet qui m'excite au moins autant qu'il a pu m'horripiler, et donc j'avais envie de te partager comme on va dire élément de nourriture de cette dernière partie de notre échange, donc quelques éléments de ma vision métaphysique du lys. Pour moi, le lys que l'on retrouve dans
toutes les créations humaines possibles, contemporaines. On le retrouve dans l'architecture, dans la mode, dans le design, dans le langage corporate, que j'ai bien fréquenté fut un temps. Pour moi, le lisse est une distorsion de sa conscience. C'est un schéma normatif qui est issu de la peur. Pour moi, ce qui fonde le lisse, c'est le narratif suivant, c'est que l'humain se raconte qu'à travers le lisse, avec une esthétique donc sans aspérité, il est en mesure de s'adresser au plus grand nombre. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. Le lisse ne questionne pas, le lisse ne bouleverse pas, le lisse n'active pas de réaction émotionnelle forte, le lisse est confortable. Et pour moi, le lisse est communément admis comme relevant d'une certaine normalité. Et d'ailleurs, c'est une normalité qui est prédictible. En revanche, si moi, en tant qu'être conscient et incarné dans la matière, je suis attentive à ce que le lisse produit en moi, au-delà d'une sensation de confort ou de sympa ou de cool, en fait, quand je suis au contact du lisse, je ressens systématiquement de l'ennui. Pour moi, le lisse n'est pas vivant, le lisse ne me procure aucune exaltation, aucune réflexion, aucune activation, aucune transformation. Et d'ailleurs, pour moi, quand on est dans du lisse, on n'est pas dans l'art, ou en tout cas, on n'est pas totalement dans l'art. Pour moi, le lisse n'est pas une manière d'être en lien et en communication véritable avec l'autre. Le lisse touche la partie superficielle des êtres, car il émane d'un espace superficiel en soi. Il ne propose pas une communion véritable, il propose une illusion de convergence. Et moi, ce qui m'intéresse au contraire, c'est la façon dont un style singulier, une esthétique originale peut venir toucher autrui dans ses tréfonds, aussi déstabilisante que puisse être l'expérience d'ailleurs, mais parce que moi-même, je suis au contact de mes profondeurs. Et c'est parce que je m'exprime depuis mes profondeurs qu'autrui, s'il le désire, s'il s'ouvre, peut être touché dans ses propres profondeurs. C'est parce que je m'exprime dans mon individuel, dans ce que cela de plus intime, de plus personnel, de plus pur, de plus vrai, que je suis capable de connecter l'universel. Et je t'en avais déjà parlé, je suis une grande fan de l'œuvre d'Alexander McQueen, le couturier, et j'adore une de ses citations qui est la suivante. Il dit « Aucune envie de faire dans l'ambiance cocktail, je préfère que les gens quittent mes shows pour aller vomir, je préfère les réactions extrêmes ». Donc il a un style assez provocateur que j'aime beaucoup parce que je trouve notamment très drôle, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très juste là-dedans. Ce qui ne veut pas dire que l'inverse du lisse, c'est forcément d'aller vomir, mais en tout cas, c'est de ressentir quelque chose, de se sentir vivant. Et pour moi, quand on est dans le lisse, on n'est plus dans l'art, on n'est plus dans cette création pure avec ce qu'elle a de sauvage, on est dans un rétrécissement, dans un affadissement, dans une contorsion vers la normativité, vers le correct, vers le policé. Autant l'art active libère la conscience créative, autant le lisse, à mon sens, la borne l'étrique. Et donc, cette grande introduction de ma part, pour te poser la question suivante, à ton sens, Guilhem, pourquoi le lisse, et notamment le lisse appliqué finalement à une œuvre d'art ou à une production artistique, mérite-t-il d'être interrogé? Pourquoi penser philosophiquement le lisse? Je suis en train d'effectuer mon master à Sorbonne en philosophie de l'art, et donc je travaille sur l'interprétation musicale. Et donc, à la fois, je questionne cette espèce d'homogénéité structurelle entre discours scientifique et interprétation musicale, dont j'ai déjà parlé avec la notion de paradigme. Et au fond, en même temps que je me dis qu'on est passé d'un paradigme vers l'autre, ce dont on a déjà parlé, je me demande si ce serait pas greffé au nouveau une esthétique d'Ulysse. Et pourtant, alors, tout ça est venu d'intuitions très empiriques. Je le dis d'emblée, il me semble qu'il y a une certaine décorrélation, qu'il n'y a pas de lien nécessaire entre l'approche principielle contemporaine et faire du lisse. Cependant, que veut dire faire du lisse? Le lisse, comme ça paraît un concept assez, j'allais dire assez plat pour faire le jeu de mots, en tous les cas, assez flou quelque part, assez indistinct, compliqué à définir. Au fond, le lisse, c'est quoi? C'est ce qui s'oppose au rugueux, au grain, peut-être même à la chair. Ça désigne ce qui n'offre pas d'aspérité, si on le comprend selon une certaine négativité, ce qui se laisse toucher aussi sans opposer de résistance. Mais le lisse, c'est aussi et surtout un aspect, un appel du toucher quelque part, souvent paradoxal,
qui s'offre à la vision. Mais que pourrait donc être le lys, notion visuelle, en musique? La musique étant un art sonore. Le lys, ça serait donc, a priori, ce qui manque de relief, ce qui manque de profondeur. Cela étant dit, qu'est-ce qui m'a amené vers cette espèce d'intuition du lys en musique? Je parle du lys essentiellement en musique parce que en interprétation musicale pour délimiter un peu, parce que c'est surtout l'objet, c'est je vais pas parler de ce dont je suis pas, j'allais dire spécialiste, je vais pas dire spécialiste, mais en tous les cas, ce qui n'est pas mon objet. Euh, il me semble que oui, il y a des choses qui sont plus lisses aujourd'hui, il y a des facteurs objectifs qui sont plus lisses en musique qu'avant. L'exemple tout bête étant la facture instrumentale. Alors, la facture instrumentale, quelque part, on a travaillé à de plus en plus homogénéiser le son et la différence des accords, pour le dire très simplement, des instruments. D'autant plus que cela rejoint certaines attentes esthétiques. Tout simplement parce qu'à jouer dans des salles de concert de plus en plus grandes, il faut jouer plus fort et plus égal. Arkady Volodos, très grand pianiste contemporain, qui se plaignait dans une interview à Diapason assez récente, du fait que sur un grand piano de concert contemporain, il n'arrive plus à jouer piano. Euh, en tout cas, à jouer ce qu'il semble qualifier d'authentique piano. Et que quelque part, la manière dont il joue piano, euh, ça reste trop proche d'un mezzo-forte, d'un forte, etc. Donc, plus encore, il y a quelque chose, il me semble, on peut toucher quelque chose dans la manière de déclamer les phrases. C'est-à-dire qu'au fond, ça porte sur ce qui est porteur de signification. Il me semble que pour les interprètes du paradigme post-romantique, en fait, l'enjeu c'était de figurer, c'était de s'inscrire. Pourquoi c'était pas lisse d'une certaine manière, si je le dis autrement? Parce que il y avait une volonté explicite de s'inscrire en continuité dans une forme d'imitation du relief qu'on rencontre dans l'expérience usuelle. Je reviens à Rao, l'idée d'imiter les modulations de la voix humaine par cette espèce de toucher organique, avec sa pointe d'irrégularité, mais aussi de charme du piano, etc. Euh, et, et donc, en fait, aujourd'hui, quelque part, pour les interprètes du paradigme post-romantique, il y a l'idée que figurer, ça comprend un passage entier, un passage qui n'est délimité que par les effets qu'il va produire sur l'audience. C'est-à-dire que quelque part, il faut pas penser en termes d'entité figée, mais selon une certaine approche qui va valoriser le sens qu'on donne à une entité qu'on a soi-même délimitée, parce que ça prend sens dans la vision qu'on a soi-même, d'une certaine façon. Aujourd'hui, il y a effectivement cette nouvelle objectivité qui s'est greffée et au fond, on peut se demander sur un plan analytique, qu'est-ce qui est porteur de sens? Est-ce que c'est un accord, plusieurs accords au sein de la phrase en entière, un certain groupe de phrases mais délimité, etc. Et au fond, pour revenir sur le lys, tu le disais, le lys ça a quand même une connotation sociale forte. Mine de rien, si on le prend d'un angle un peu plus disruptif, allez, il y a un côté, le lys au fond, c'est ce qui ne demande pas d'effort parce qu'effectivement, c'est ce qui, en tout cas, on pourrait dire d'emblée, c'est ce qui nous semble ne pas demander d'effort parce que c'est ce qui plaît à tous. Euh, cependant, on peut faire une interprétation d'Aspelis et y avoir mis tous les efforts du monde. Donc déjà, ça, c'est pas tout à fait vrai. Il faut déjà mettre cette objection-là, objection simple, mais qui semble assez essentielle. Au fond, il y a un espèce de paradoxe. C'est qu'avec l'approche principielle contemporaine, on me semble avoir retrouvé, via les recherches historiques, les recherches scientifiques, du contraste dans la dynamique, de l'allant en plus. Et pourtant, ce qu'on voyait bien d'ailleurs avec Bruggen et Posca, soit dit en passant dans la comparaison tout à l'heure. Et pourtant, le discours semble être en quelque sorte glissé par les intentions déclamatives. Si on le dit comme ça, c'est assez flou en fait pour l'instant. Donc, d'autant plus que je suis loin d'avoir fini ce travail de recherche-là, pour dire les choses très clairement. Et au fond, mine de rien, peut-être qu'il y a cette idée que le lys en musique, c'est se reposer sur une certaine objectivité ou sur non pas des contraintes, mais des facteurs par défaut. Et que donc, ce qui me semble être le contre-coup, c'est que c'est une manière, je sais pas s'il faut dire de refuser l'interprétation, c'est très fort comme terme, et c'est très dur, c'est très dévaluatif. En revanche, il me semble que ça s'oppose à la spontanéité, que du même coup, ça renforce un certain contrôle, un contrôle qui de fait s'oppose au naturel,
qui mine de rien n'a pas disparu dans l'approche principale. On l'a vu avec Bruggen, on l'a vu avec Posca. Au fond, le lice, pourquoi c'est refuser le lice? Parce que quelque part, c'est ne pas se rendre disponible soi-même. Au fond, c'est dire la- oui, l'altérité, il y a une difficulté dans l'altérité. Ça va, j'allais redire, ça va pas de soi, expression que je dis un peu trop souvent, il est vrai. Mais quelque part, l'altérité, c'est une difficulté, et c'est pas qu'une difficulté pour un autiste comme moi. C'est-à-dire que ça demande une certaine confrontation, ça demande une certaine mise en question, mise en jeu de soi-même, mise en jeu de soi-même face à quelque chose qu'on ne peut pas comprendre complètement parce qu'on a accès au fond qu'à sa propre subjectivité, si on le dit de manière très simple. Euh, et donc l'interprétation, au contraire, c'est cette espèce de geste d'affirmation qui accepte pleinement le risque de la confrontation, le risque de la confrontation à la double altérité. Et quelque part, l'avantage du lice, c'est que ça permet de produire une exécution qui mine de rien reste formellement une interprétation. On peut pas dire que c'est pas une interprétation, mais qui permet de ne pas en passer par la case dans laquelle on en bave quelque part. Ça, c'est du point de vue poétique. Après, du point de vue esthétique, il y a autre chose qu'il faut interroger, parce que je le dis comme ça, mais il s'agit pas de dire que, il s'agit pas de réactualiser la maxime réactionnaire selon laquelle, deux points, ouvrez les guillemets, c'était mieux avant, fermez les guillemets. Ça n'est pas du tout l'enjeu de ce que j'essaye de faire. Et d'ailleurs, soit dit en passant, je pense qu'il me semble en tout cas qu'on peut avoir une approche assez réaliste sur le point qu'il y a eu. Ça ne veut pas dire qu'on progresse sur tous les plans en interprétation, mais en tous les cas, via les recherches sur l'historicité des œuvres, on a un certain progrès. Clairement, la manière dont on fait fonctionner les musiques de Bach, même de Mozart, pour citer de compositeurs très célèbres, n'a plus rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Et certes, il y a un petit problème de détournement, c'est-à-dire que avant on détournait complètement sur le plan ne serait-ce que formel, jouer Bach sur un orchestre de 100 musiciens avec aucun contraste parce que les articulations sont lissées et qu'il y a une dominante à cordes terrible, comme le faisaient mine de rien des gens comme Furtwängler, même comme Otto Klemperer, c'était quelqu'un que les gens prennent souvent en référence dans La Passion sur Saint Matthieu. Euh, et puis il y a l'idée que quelque part on peut toucher à l'œuvre dans le paradigme post-romantique au nom des effets sur le public. Et les effets sur le public n'étant pas la même chose que faire de l'effet au singulier, hein, soit dit en passant, c'est quelque chose qui mérite d'être interrogé, en particulier dans le paradigme post-romantique, et que donc quelque part, certes, on a éloigné, on continue de détourner ces œuvres parce que déjà des œuvres parlaient du concept d'interprétation qui est né au 19e. Les œuvres avant le 19e, c'est majoritairement on peut dire de l'improvisation, c'est ce que dit Joël Collier dans un article qui s'appelle L'art d'interpréter la musique, un essai d'anthropologie culturelle, et elle le dit bien que la musique avant l'époque romantique, c'est avant tout une affaire d'improvisation, et que donc quelque part, même si on essaie de faire fonctionner ces œuvres en étant fidèle aux conditions d'énonciation, eh bien on a perdu cette improvisation-là, et dans des concepts comme celui d'ornementation au clavecin par exemple, ça pose des vraies questions. Euh, mais en même temps qu'on fige un peu ces œuvres, on les fait quand même fonctionner, il me semble, un peu mieux qu'avant. C'est pas parfait, mais encore une fois, tout cela demande d'être considéré sur une certaine négativité. Ce qu'on peut faire reste assez flou, mais ce qu'on ne peut pas faire est de plus en plus déterminé. C'est un peu comme en science expérimentale de ce point de vue-là, quand une théorie doit être falsifiable, c'est-à-dire que concrètement, à la fois quand une théorie est réfutée, elle est définitivement réfutée, parce qu'on a prouvé qu'elle était fausse. Mais en même temps, une théorie qu'on considère comme qu'on accepte quelque part, même pas qu'on considère comme vraie, mais qu'on accepte, eh bien au fond, elle est vraie jusqu'à preuve du contraire. Et d'ailleurs, la tâche des scientifiques, c'est aussi de démontrer, euh, de démontrer son assise en essayant de tenter tous les moyens par lesquels elle va s'avérer fausse, tenter toutes les expériences qui vont la mettre en défaut cette théorie. Et donc les théories reçues actuellement sont celles qui n'ont pas été mises en défaut. Et en interprétation, c'est un peu pareil, d'une certaine façon. Je continue l'homogénéité, je continue l'analogie. Mais oui, il y a des choses qui ont été réfutées, et en même temps, on continue de chercher. Et c'est fécond, pour reprendre l'expression de Kuhn, et c'est très bien, il me semble. Donc il ne s'agit pas de dire que c'était mieux avant. Et d'ailleurs, ça n'est pas parce que, pour prendre l'exemple du paradigme post-romantique, certes, il s'articule beaucoup autour de l'idée de l'affirmation de soi et de l'affirmation de sa vision subjective. Je suis artiste, je fais appel à mon génie,
Et donc, mais oui, mais t'es interprète, tu fais appel donc d'une certaine manière à ton génie, à ce qui fait ta singularité, et tu livres une interprétation unique. Oui, mais on remarque que certains interprètes, en particulier les interprètes qui avaient des discours extrêmement modernes, je pense à Lazare Lévy et sa démarche, sa notion de démarche impersonnelle, il refuse le terme d'interprète, il parle de résister à son démon intérieur, des notions qui paraissent extrêmement contemporaines. Ou Cortot, qui, lui, parle déjà d'une forme de recherche de s'immerger dans l'environnement esthétique du compositeur. Ça rappelle un peu la phrase de Dewey qui est essentielle, que tu vas adorer à mon avis, l'art dans sa forme unit pareillement phase d'action et phase de réception. Je reçois quelque chose et je fais quelque chose, mais les deux sont essentiels. Et chez Cortot, il y a effectivement pleinement cette idée-là. Il y a l'idée que je m'immerge en tant qu'interprète, je m'immerge dans l'environnement du compositeur et j'essaie ainsi de comprendre certaines variantes conceptuelles, c'est-à-dire certaines contraintes contextuelles. Pardon. Mais en même temps que ces deux interprètes vont tenir des discours extrêmement modernes, dans leur pratique instrumentale, ils se heurtent pleinement aux limites de leur paradigme. Lazare Lévy qui interprète Mozart, c'est magnifique. Et ça chante énormément, la main gauche a une expressivité et bouffe un peu la main droite, si on est honnête. Mais en même temps, il y a vraiment du génie chez Lazare Lévy, c'est incontestable. Et chez Cortot, il y a même l'idée qu'on peut sacrifier l'exactitude à l'imagination. Ils sont résolument ancrés dans leur paradigme. Et donc, il faut pas croire que il n'y avait pas une certaine conformité, il n'y avait pas un certain déterminisme dans l'approche post-romantique. Et je le redis par ailleurs, le Liszt ne va pas nécessairement avec l'approche principielle. Bruggen, que j'ai fait écouter, à mon avis, n'est pas du tout Liszt. Et Christina Posca n'est pas du tout Liszt non plus. Merci Guilhem. Notre conversation que j'ai beaucoup appréciée touche à sa fin. Si tu avais envie de formuler le mot de la fin, que dirais-tu? Rendez-vous disponible. Non, mais rendez-vous disponible. Allez à des concerts parce que le monde de la musique classique en a besoin aussi. Et que c'est aussi comme ça qu'on fait des vraies expériences. C'est difficile le concert, hein. C'est pas une expérience simple. On en bave un peu même des fois parce que je sais, il me semble que c'est pas usuel de dire ça, mais au fond on reçoit quelque chose de plein fouet, un peu comme quand on fait une interview d'ailleurs, soit dit en passant. Euh, et parce qu'encore une fois, on en revient à l'altérité, c'est crevant. Et quelque part, on doit être non seulement bouleversé, mais même fatigué, hein, tout simplement à la fin d'un concert. C'est normal. Et quelque part, si on ressort indemne de certains concerts, il faut se poser des questions. C'est drôle, j'avais parlé de la 9e symphonie de Malheur. Quand on ressort de la 9e symphonie de Malheur en concert et on ne se sent pas différent, ne serait-ce qu'un petit peu, il faut se questionner un peu, ou alors il faut questionner l'interprétation, c'est valable aussi. Voici ce que je retiens de ma conversation avec Guilhem. L'interprétation, notamment musicale, est une création originale qui suppose une rencontre. La rencontre de soi et la rencontre de l'altérité, l'autre pouvant prendre les traits du compositeur ou du public. L'interprétation, comme création, requiert, comme toute œuvre d'art, de se déplacer par rapport à ses représentations, de changer son regard sur soi-même et sur le monde. Autrement dit, dans mon langage, d'alchimiser sa conscience. J'ai trouvé particulièrement intéressante la distinction que Guilhem apporte entre les deux paradigmes d'interprétation musicale. Le paradigme romantique ou post-romantique et le paradigme de l'approche principielle. Chaque paradigme propose une vision spécifique de l'interprétation comme création authentique. Si le paradigme post-romantique fait la part belle à l'expression individuelle, à l'expression de la subjectivité et à l'affirmation de soi, le paradigme de l'approche principielle aborde l'interprétation authentique comme une fidélité au principe immanent au contexte de la création des œuvres. Principe obtenu grâce à des recherches historiques sur la conjoncture de la composition ainsi que la facture des instruments. Ces paradigmes, comme tout paradigme, dessinent de fait les possibilités créatives offertes à l'intérieur du système.
Guilhem voit dans l'interprétation l'expression engagée d'une vision personnelle qui prend le risque de la confrontation à l'altérité. C'est à mon sens le propre de toute création véritable que de comporter le risque inconfortable et jouissif de la mise à nu. Comme j'ai coutume de le dire, quand on crée depuis son génie disruptif, on est à poil et sans filet. C'est ainsi que l'on manifeste dans la matière une œuvre qui n'est pas lisse, mais brute, rugueuse, habitée, puissamment vivante. Et voilà, c'en est fini cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré, questionné, renversé la tête dans tous les sens, et qu'il vous a fait jouir, bien sûr. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à consulter mon site www.helenemacaire.fr, à vous abonner à mon compte Instagram @HelenMacaire et à laisser des commentaires. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode avec tout mon amour.